Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0790 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, il est 20h37, c'est vrai qu'on a l'habitude de commencer à 20h30, pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard, c'est vrai que le temps perdu est irrécapable, mais on essaie en tout cas de faire le maximum avec le contenu que nous avons ce soir. Bonsoir Richard. Oui, et puis en plus il faut dire que c'est un contenu assez chargé quand même. Bonsoir Pascal. Assez chargé, puisque nous avons cette manière donc d'accélérer un peu les choses, mais avec d'une manière aussi beaucoup explicite. Très rapidement sur le plateau, on va donc planter le décor parce que la Martinique nous attend. Nous avons avec nous un commissaire un collaborateur, le commissaire de justice, donc appelé avant huissier, donc on a dit plus huissier. Il est donc collaborateur de commissaire de justice, donc avec lui. Emmanuel Fernandez, il est aussi agent de coureur, donc il représente un petit peu les intérêts donc de Diego Milan Rodriguez, double nationalité. Donc on verra dans quelques instants avec lui parce qu'il y a une petite, voilà, je sais pas, mésentente. Oui. Voilà, on le saura dans quelques instants avec le comité actuel, le comité régional de cyclisme. Nous aurons bien évidemment les propos. Donc du président Frédéric Théobald, le président donc, du comité régional des îles de Guadeloupe. Merci d'être là. Et puis sur le plateau, nous avons Johan Breler. Oui, alors Johan Breler, c'est le chargé de développement. Breler, c'est ça. Ouais. C'est le chargé de développement de la Ligue de volleyball en Guadeloupe. Exactement, il va nous expliquer en quoi consiste sa mission. Et puis, à côté, merci. Et puis à côté, il y a Jean-Claude Feméli, que vous connaissez parfaitement bien. Grand footballeur. Oui, grand footballeur. Aussi. Et puis c'est un grand du football guadeloupéen, mais il a des petites choses à nous raconter, à nous dire, à nous narrer en quelque sorte. On se voit tous ça d'ici quelques instants. Voilà, donc vous avez très bien évidemment compris qu'il faut être en bonne santé pour pratiquer du sport et on n'a pas souvent ce privilège. Nous allons partir du côté de la Martinique parce qu'il y a un enfant de 3 ans qui a été justement sur la table d'opération. C'est la petite Sanaé Dofo. C'est la fille d'Onil Dofo qui est incarcérée depuis un peu plus de 420 jours pour cette affaire justement des grand frère, donc on n'est pas insensible à ça, puisque cet enfant a été opéré d'une tumeur au cerveau. Donc il est important pour nous donc d'aller du côté de la Martinique parce qu'elle se trouve au chevet même donc de cette petite de 3 ans. On va aller du côté de la Martinique retrouver Jessica Dofo, qui est la sœur d'Onil Dofo, donc la tati donc de Sanaé. Bonsoir Jessica. Bonsoir, merci de me recevoir, merci beaucoup. Eh bien, c'est avec plaisir. Jessica, est-ce qu'on peut avoir les nouvelles de Sanaé 3 ans? Parce qu'on sait que l'opération s'est faite très, très rapidement. Une fois que vous avez su ça ce mercredi, vous avez été illustré du côté de la Martinique. Donnez-nous les nouvelles de Sanaé, ce très beau prénom, cet enfant de 3 ans. Oui, ça veut dire sublime, supérieur. Magnifique. C'est ce que ça veut dire. Pour planter très rapidement le décor avant de revenir en détail sur sa situation de santé, au-delà de son état de santé. Alors, je crois qu'on on a quelques coupures. Oui. Pardon? On a quelques coupures, c'est vrai qu'on vous a perdu, mais c'est revenu, oui.
C'est revenu? Oui. C'est bon? Allez-y, allez-y. Du coup, au-delà de son état de santé, ce qui a provoqué son état de santé, enfin, ce pourquoi elle a été déportée en urgence la semaine dernière, on a un contexte familial, comme vous avez dit, assez particulier actuellement. Sanaé a 3 ans, mais c'est vrai que depuis plus de 420 jours, elle est privée de son papa, qui est incarcéré, qui a été incarcéré en Guadeloupe, après en métropole, à Lyon, du côté de Lyon, donc il était très loin. Et aujourd'hui en Martinique, donc ça fait un petit moment qu'elle ne le voit pas, si ce n'est de façon sporadique. Pour tout vous dire, elle a vu 3 fois en une année presque et demie. Donc elle est privée de son papa. Donc c'est vrai que même dans son développement personnel, ça a été compliqué cette année pour elle. Une enfant qui était vraiment pleine de lumière. Ça fait presque plus d'une année maintenant qu'elle s'éteint, qu'elle ne parle pas forcément, qu'elle ne parle que quand c'est nécessaire. Donc c'était compliqué en plus de se rendre compte de son état. Mais on a eu un sursaut hier. Parce que son père a pu venir la voir 2 heures hier soir, puisqu'on a échangé, et je vous expliquerai après. Et aujourd'hui, déjà, dès son départ, à son papa, dès qu'il est parti, j'ai reçu, moi je ne peux pas rester dormir avec elle le soir, j'ai reçu un appel vidéo de sa maman, qui est à son chevet, et qui me montrait déjà, alors que ça faisait vraiment 3-4 jours qu'elle ne bougeait pas de son lit, elle ne tournait pas la tête, elle ne parlait pas, elle ne faisait rien, vraiment, hein. Elle ne s'alimentait pas, elle rendait même une cuillère d'eau, elle ne gardait rien. Et j'ai reçu un appel vidéo, je la vois en train de taper des mains, de chanter. Je vous avoue que le cœur de maman déjà que j'ai et le cœur de tante que j'ai s'est gonflé d'amour et de soulagement parce qu'on n'a pas eu ça depuis qu'elle est là. Et ça a continué ce matin. Elle s'est réveillée, elle chantait encore à nouveau et elle a demandé, elle voulait absolument manger des fraises. Alors c'est compliqué de trouver des fraises en cette période de l'année, en plus dans les Outre-mer. Et mais comme on est entouré depuis 2 jours d'un élan de générosité ici en Martinique, j'ai une dame qui m'a appelée. Et elle me demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et je lui dis la seule chose que je veux là, ce sont des fraises. Et elle a cherché un magasin. Ah, c'est magnifique. J'ai pu ramener des fraises à ma nièce qui n'avait pas mangé depuis mercredi dernier avant d'être prise en charge par les urgences pédiatriques en Guadeloupe. D'ailleurs, le dernier repas, c'était chez moi. Et je lui ai ramené les fraises et elle a mangé 5 fraises. On était tellement contentes. Elle a mangé d'un trait 5 fraises. Et après, elle a dit qu'elle voulait manger du fast-food. On a demandé au médecin, évidemment. Entre-temps, malheureusement, dans la nuit, elle est sous perfusion. La perfusion se décroche. On ne peut plus la piquer parce que ses veines ne tiennent plus. On voulait lui mettre une sonde gastrique parce qu'il faut qu'elle s'alimente parce que son cerveau doit être hydraté. Donc, on est un peu en panique. Je vais lui chercher son fast-food. Elle mange. Elle chante. Elle parle, même si elle ne peut pas bouger parce que son cerveau, il bouge encore un peu. Ça nous a fait du bien de voir que même si le physique et l'état de santé, c'est pas encore ça, mais le moral est revenu parce qu'elle a vu papa. Ça fait un bien fou. Et du coup, je reviens. En fait, papa est incarcéré, présumé innocent, je tiens à le rappeler jusqu'à preuve du contraire, mais au-delà d'être un détenu, un prévenu, c'est un papa, c'est un homme qui, même s'il est enfermé, il faut le savoir, il a des droits. Il y a un décret qui est fait pour permettre aux personnes incarcérées, dans ce genre de situation, de se rendre au chevet de leurs proches qui est touché par le malheur. Et nous, dès qu'elle est arrivée, donc elle est portée mercredi, elle dort au CHU en Guadeloupe. Jeudi, on lui fait une IRM. On constate qu'il y a une compression au cerveau, donc ça sous-entend qu'il y a une tumeur. Elle est directement à 14h, on dit à la maman, on lui explique, elle sort de la salle, on lui dit départ immédiat, donc elle s'en va, sans revoir son autre fille qui a 20 mois, qu'elle allait encore d'ailleurs. Elle récupère un sac sur la route, elle croise sa soeur pour récupérer et elle file en Martinique. Et moi, je prends l'avion le soir même.
Donc vendredi, on est en Martinique. Tout de suite, les médecins, au vu de la gravité de l'état de santé de Sanaé, nous fournissent un document nominatif disant, attestant que l'état de santé de Sanaé nécessite la présence de son père à son chevet durant minimum 15 jours. On a ce document, on a son bilan de son état sa présence à l'hôpital. On envoie à l'avocat qui transmet au juge. Ça, c'est clair que très très rapidement le juge répond de façon positive. Il fournit une ordonnance pour une demande d'escorte et de Noël jusqu'à l'hôpital. Et donc on est déjà contente. Et on subit une matinée. Ça a quand même pris 4h30, 5h, je crois, son opération. Parce qu'elle n'a que 3 ans, que le cerveau c'est délicat et que la tumeur était suffisamment grosse. On ne peut pas y aller à l'arrache, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pendant qu'on attend, je rencontre le médecin qui est dans le service. Je lui dis de m'expliquer ce qui est en train de se passer. Il me dit qu'effectivement, elle a une tumeur, que son pronostic vital à ce moment-là, heureusement, n'est pas engagé, parce qu'une fois dans cet état, une fois que le pronostic vital est engagé, c'est déjà trop tard. Ouais. Donc on est arrivé juste à temps. Il nous le précise. Donc on passe la matinée, je fournis les documents, l'ordonnance est donnée. Donc on est content de savoir ça parce qu'on se dit, papa va être là. Quand elle va ouvrir les yeux, papa va être là. Donc elle se réveille. Donc on nous confirme qu'il y avait une très grosse tumeur, qu'on aurait attendu une demi-journée de plus. Ça veut dire qu'au lieu de mercredi, dans la journée, on l'aurait emmené aux urgences, on aurait attendu le soir ou le lendemain, c'était trop tard. Ils ont opéré vendredi matin, mais ils étaient déjà dans les starting blocks dans la nuit, au cas où, dans l'urgence, s'il fallait l'opérer, ils l'auraient fait tout de suite. Dieu merci, ça s'est bien passé. Dieu merci, on n'a pas pensé, et si on n'avait attendu, qu'est-ce qui serait arrivé, parce que je ne sais pas comment on l'aurait vécu. Mais on est encore dans l'attente de l'arrivée de papa, parce qu'on sait que ça fera la différence, en fait. Voilà, c'est sûr. Et donc, vendredi, pas de papa. Samedi, pas de papa. Dimanche matin, pas de papa. Mais il y a un élan de solidarité, je vous dis, ici en Martinique. Les gens s'inquiètent de la situation de Sanaé. Ils contactent les députés. Le député Nilor me contacte, me dit qu'est-ce qui se passe. Attends, j'appelle le préfet. Il explique au préfet. Le préfet est sensible à la situation et il dépêche une escorte. Et mon frère arrive à 15h45. Elle voit son père arriver. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que c'était très violent quand même parce que il est entouré de gendarmes. C'est une chambre pédiatrique, elle n'est pas très grande. Et on a 3 gendarmes qui rentrent avec leurs armes, pas des petites. J'ai dû cacher ses yeux parce que son père est rentré menotté. Et on a dû leur demander de sortir parce que il n'allait pas s'échapper et elle était traumatisée. Donc c'est encore... Alors, déjà qu'elle dit ça, mais c'est traumatisant. Donc ils ont quand même été très humains, ils ont compris, ils sont restés dehors. Et là, elle a mis sa main dans la main de son papa et elle s'est endormie. Et elle a dormi, il est resté 1h45, elle a dormi tout le temps. Il lui a chuchoté qu'il allait partir pendant qu'elle dormait, elle a ouvert les yeux. Il lui a dit, papa va te donner un peu de jus. Et c'était la première fois depuis jeudi qu'elle acceptait de boire quelque chose et qu'elle n'a pas vomi, chose très importante, elle n'a pas vomi. Et aujourd'hui, je vous dis, ce matin, elle a enfin accepté de se nourrir parce qu'elle ne se nourrissait pas. Très bien. Alors, malheureusement... Oui. En milieu de journée, elle a demandé, parce que papa hier est parti, il lui a dit, comme le document le demandait, il serait présent aujourd'hui. On l'a emmené hier, mais super, ça veut dire que la situation s'est débloquée et qu'il sera aujourd'hui au chevet de sa fille. Donc il dit encore à Sanaé, papa revient demain. Et donc elle a chanté toute la matinée, mais en début d'après-midi, elle a demandé son papa. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et papa n'est pas venu. Alors, c'est vrai donc on crée un retour, on crée qu'elle ne se laisse encore une fois, qu'elle ne se laisse à nouveau diminuer, mais bon, on va croiser les doigts. Ouais. On va croiser les doigts. Alors Jessica, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'entendre que les nouvelles sont bonnes pour Sanaé, et puis vous l'avez dit tout à l'heure avec ce doux prénom
qui signifie beaucoup. Donc je pense qu'elle a ce courage, le courage de papa. Alors cet élan en Martinique, un peu partout aussi d'ailleurs, donc il est important pour nous. Nous sommes dans un magazine sportif, vous le savez Jessica, mais c'est vrai que quand on s'est eu au téléphone, donc il était important pour moi, pour nous aussi, d'avoir les nouvelles de Sanaé, de vous encourager à tenir bon, parce que c'est vrai, c'est un combat assez difficile. J'espère qu'elle pourra bientôt, peut-être qu'on sera amené à revenir avec elle et vous dire, elle fait telle activité sportive. Voilà. Et même si c'est vrai que j'ai dit c'est vrai qu'elle va mieux, on va pas se cacher, son pronostic vital n'est pas engagé. Dieu merci. Mais là, elle doit rester allongée en permanence. Parce que le cerveau, comme il y a beaucoup d'espace dans la boîte crânienne, et avec la gravité, quand elle reste assise, le cerveau descend. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, elle reste allongée en permanence. La convalescence sera longue. Hein, certainement, c'est évident, c'est le cerveau. C'est sûr. Mais ils nous ont bien expliqué que ils ont fait ce document parce que c'est évident pour eux. Et j'ai bien aimé les mots cet après-midi, aujourd'hui de l'État qui dit, même si c'est un papa qui n'est pas gentil, pour elle, c'est normal qu'il soit présent. Et un enfant, je pense que, et j'invite, je demande aux gens d'être alertes, quand même quand un enfant ne parle pas, il y a des signes qu'on ne doit pas louper, même s'ils sont minimes, mais que la présence, au-delà du physique, au-delà du système médical, il n'y a pas plus fort que l'amour de parents, il n'y a pas plus fort que l'attention de parents. Absolument. C'est thérapeutique pour un enfant. C'est thérapeutique pour un enfant. Absolument. Et j'espère que ça va continuer parce que, comme je vous ai dit, et je sais que vous êtes sensible à cette cause parce que vous savez de quoi je parle, la présence de papa, autant que la présence de maman, est importante. Et j'espère très sincèrement que très, très, très rapidement, je pourrai à nouveau venir sur votre plateau et cette fois-ci de façon physique et vous dire ma nièce fait de la danse, ma nièce fait peut-être du vélo aussi, comme ou a décidé de faire du football comme monsieur qui est sur le plateau et que peut-être qu'on a là une championne peut-être. On va la suivre. C'était le but aussi. Merci beaucoup Jessica. Force et courage, d'accord, surtout à maman qui est là parce que c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de vivre certaines situations pour comprendre certaines choses. C'est très éprouvant, très éprouvant et c'est vrai d'écouter ce témoignage. Et puis c'est un enfant de 3 ans, 3 ans, un enfant qui est au fleur de l'âge, comme on dit, et qui se trouve dans cette situation. On ne sait même pas si elle va pouvoir retrouver sa plénitude. Elle va retrouver. Il est trouvé. Ça, je suis bien placé. Il faut être positif. Jessica le sait, et puis d'autres personnes aussi qui ont vu un petit peu ce que j'ai vécu, mon fils aussi a vécu. En tout cas, c'est important pour nous parce que si on part en santé, on ne peut pas faire sport. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas commencer une émission si je n'avais pas cette pensée pour Sanaé et toute sa famille. Merci beaucoup, Jessica. Force et courage. À bientôt. Merci beaucoup. On remercie Jessica. On reprend le cours de l'émission. Et absolument. Justement, et après ce petit moment ô combien éprouvant, on va parler donc de sport, précisément de football. Pourquoi ? Parce que il y avait précisément ce week-end la finale de la Coupe Vive. Et pour en parler justement, nous avons en direct avec nous Fabrice Otto, qui est le coach de la formation de la solidarité scolaire. Bonsoir Fabrice. Fabrice ? Oui, bonsoir. Bonsoir, ravi que vous soyez en direct dans cette émission. Alors, une défaite, j'ai envie de dire, lourde de conséquences pour vous, parce que vous teniez à cette compétition qu'est la Coupe Vive, cette finale départementale, mais vous êtes passé juste à côté de la plaque. Quelle explication ? Alors, lourde de conséquences, c'est déjà bonsoir aux auditeurs de Canal, à ceux qui sont sur le plateau. Oui. Bon, lourde de conséquences, c'est une finale, donc quelque part, on sait qu'on ne retient que le gagnant. Donc, nous avons pris le match par le bon bout. Cependant, on n'a pas pu concrétiser nos occasions. Et puis après, lorsque on se retrouve, on connaît la physionomie des matchs de foot, lorsque vous avez vos situations et vos occasions de but que vous ne les mettez pas, peu importe ce que vous avez mis en place, l'adversaire vous punit. Ça a été chose faite. La Gauloise marque sur pratiquement leur première frappe du match. Donc, quelque part, ils ont fait ce qu'il fallait ensuite pour pouvoir maintenir ce score. Donc, ils sont à féliciter pour cette prestation. Mais après, l'autre de conséquences, c'est beaucoup dur. Parce que, quelque part, c'est une finale qui nous donnait le droit d'aller représenter la Guadeloupe en Guyane.
Mais pour l'instant, et d'ailleurs, on va tous se ranger derrière la Gauloise pour qu'il fasse le meilleur parcours possible. Oui. Et c'est réellement à l'issue de ce tournoi qu'il y aura le trophée. Oui, l'eau de conséquences, j'en ai parlé justement parce que vous faisiez de cette compétition l'un de vos objectifs en tout cas. Oui, voilà. Ça faisait partie des objectifs puisque nous entamons tous les matchs avec l'ambition d'en gagner le maximum sur la fin de la saison. Mais quelque part, c'est aussi un apprentissage de cette compétition pour la SS. C'est-à-dire que nous avons certes de l'ambition, mais aussi le club, comme je le dis également, sur cette compétition-là, nous sommes en construction parce que c'était la première fois que la SS participait à la Coupe Vive. Oui, quelque part, d'accord. tandis que la Gauloise, eux, tout à leur honneur, ce n'était pas la première fois, et ce n'est pas la première fois qu'ils vont d'ailleurs représenter la Guadeloupe. Oui, alors je me souviens l'année dernière, vous les avez rencontrés, Sébastien de la Gauloise, à 2 reprises, chaque fois vous vous êtes imposés. Et puis là, pour cette compétition, c'est une défaite pour vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce match avait un goût de revanche en quelque sorte pour les Barcelonais de la Gauloise? C'est à eux de le dire. Ah. Moi, je n'étais pas, oui. moi, je ne suis pas dans les petits papiers de la Gauloise. Donc, si pour eux, ça avait l'air de goût de revanche, de quelque part, ça leur a souri. Nous, de notre côté, on n'est pas dans cette optique-là de penser ça, puisque, oui. comme je le dis et je le répète, c'est les 3 compétitions pour lesquelles on s'est déjà rencontrés. C'est 3 compétitions différentes. L'an dernier, c'était le championnat. En début de saison, c'était la Coupe de France. Et là, c'est la Coupe Vive. Donc, quelque part, pour qu'il y ait revanche, il faudrait qu'il y ait au moins 2 rencontres dans la même compétition. Donc voilà. Donc après, c'est à chaque match sa vérité. Et donc voilà. Le hasard du calendrier, vous vous rencontrez mercredi soir. À nouveau, ça c'est dans le cadre des playoffs. Oui, dans le cadre du championnat. Donc là, nous nous retrouvons mercredi à Bouillon. Donc le hasard du calendrier qui a voulu cela, c'est jamais chose facile d'enchaîner 2 matchs de suite face à la même équipe. Il y a d'autres équipes qui étaient dans la même configuration que nous. Leur match a été reporté, nous, le nôtre a été maintenu. On va assumer et puis on va faire ce qu'il y a à faire mercredi soir. Avec une victoire à la clé peut-être pour... On l'espère, on fera tout pour. D'accord. Mais quelque part, on est toujours dans la sérénité et l'humilité, mais on est là avec l'ambition d'en découdre. Mais quelque part, comme je le dis, c'est seul le terrain qui va donner sa vérité. Merci Fabrice Auto d'avoir été en direct dans cette émission. Merci Charles-Étienne et merci aux auditeurs de 90. On va donc enfourcher le vélo avec notre invité avant de revenir sur le ballon rond d'ici quelques instants. Est-ce que il y a un gros problème au sein du comité? Est-ce qu'il y a un gros problème au sein donc de d'autres formations, de d'autres clubs? En l'occurrence, là, nous avons sur le plateau avec nous, on l'a dit, Emmanuel Fernandez, qui est donc agent de quoi et représente un petit peu les intérêts donc de Diego Milan depuis fort longtemps d'ailleurs, puisque 2015. Voilà, depuis 2015. Et c'est vrai que Emmanuel Fernandez aussi apprécie Saint-Domingue, apprécie l'Espagne et a toujours aussi été toujours épaulé aussi cette belle formation d'Interra. Alors, justement, avant d'écouter le président, donc Frédéric Théobald, alors, pourquoi êtes-vous là ce soir, aujourd'hui, Emmanuel Fernandez? Pourquoi êtes-vous là ce soir, alors qu'on sait que il y a des coureurs qui doivent arriver, il y a des coureurs qui sont déjà arrivés. Diego Milan, double nationalité ou pas, a-t-il perdu une nationalité pour une autre? Est-ce qu'il empêche d'évoluer ici en Guadeloupe? On sait qu'il y a un règlement. Je suis sûr que vous respectez ce règlement puisque vous êtes vous êtes collaborateur de commissaire de justice, anciennement appelé huissier, donc vous êtes juriste aussi quelque part, un peu plus de 30 ans de métier, 25 ans ici en Guadeloupe, donc je ne pense pas que vous aurez créé une bordure. Non. Je suis la stricte application du règlement fédéral que j'ai sous les yeux, qu'on m'a tendu par la responsable de la réglementation au comité régional Guadeloupe. C'est l'article 1.1030, chapitre 4, les coureurs étrangers. C'est le formalisme obligatoire pour les coureurs étrangers qui veulent courir dans un club français. Alors qu'on se comprenne bien, Diego Milan, donc aujourd'hui, veut venir en Guadeloupe et plus particulièrement au sein de l'USL. Oui. Alors, de quelle nationalité est-il, Diego Milan? Alors, de naissance, De naissance. et de sang, il est espagnol. Donc dans la communauté européenne. Voilà. On est d'accord.
Et il s'est marié avec une dominicaine. Et selon le code civil espagnol, les Espagnols ont le droit d'avoir la double nationalité avec tous les pays sud-américains. Même triple? Non, ça c'est en France. Ça c'est en France, d'accord. En France, on a le droit, beaucoup de gens ne le savent pas, on a le droit à la triple nationalité. Voilà. Ça, bon, je l'ai annoncé, mais je pense que d'autres personnes le savaient. Et Diego, donc, est marié avec une dominicaine et il a la double nationalité. J'ai bien dit, la double nationalité. Espagnole et République dominicaine. Il a un passeport espagnol et il a une carte d'identité espagnole. Alors, qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Parce qu'il fait partie de la communauté européenne. On peut prendre autant de coureurs dans l'espace européen. Et aujourd'hui, il ne peut pas? Parce que, alors, apparemment, la semaine dernière, donc j'ai joint tous les documents. Alors, pour vous dire, pour avoir un coureur étranger vivant à l'étranger, doit demander une licence à sa fédération nationale. Donc Diego doit demander à la fédération espagnole une licence. D'appartenance? Non, avec licence. Appartenance à un club français. Français. Donc il a sa licence qui est là. Il a une licence d'élite décerné par la Fédération royale espagnole, puisque c'est un roi qui est en Espagne. De son comité, c'est le comité cycliste de la Castille et la Mancha. Et l'appartenance de son club, c'est l'Unisport Lamantinois. Sur cette licence, il doit avoir son adresse de résidence en Espagne. Il habite El Campello, qui est dans la province d'Albacete. Et de plus, cette licence, le comité doit vérifier qu'il ait une assurance responsabilité civile et une assurance accident. Et en plus, il doit avoir une autorisation de sa fédération de courir hors de ses frontières. Autorisation qu'il a eue ou pas? Oui. Qu'il a eue. Et aujourd'hui, ça bloque au niveau du... ça bloque où exactement? Le comité, c'est avec surprise que j'ai appris qu'en Espagne, comme il est dominicain, il a perdu sa nationalité espagnole. Ça... Alors, juste une question. Vous parliez d'un article là tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est à jour? Ah oui, c'est les articles 2022, 2022-2023. Ils sont à jour. D'accord. On rappelle sa fonction, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc il est juriste, donc je ne pense pas qu'il soit venu ici ce soir pour justement créer des débats audio. Je pense qu'il sait bien absolument ce qu'il dit. Alors, donc aujourd'hui ça coince. Avant d'écouter le président, aujourd'hui ça coince. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus, c'est ça, entre guillemets, il a perdu la nationalité. C'est ce qui m'a été... C'est ce qui a été dit au président lors de la demande de la... Alors c'est une attestation d'appartenance que doit lui délivrer le comité, un numéro de licence informatique, puisqu'il faut qu'il soit enregistré à la FFC. Et il lui faut une attestation nominative de sa fédération pour chaque compétition où il va participer en Guadeloupe. Donc on comprend qu'il y a un certain nombre de compétitions qu'il va faire. Ok, très bien. Alors ce qu'on va faire, on va écouter le président, donc Frédéric Théobald, qui cet après-midi répond à certaines questions. Et puis dans le même temps aussi, une belle petite gifle à certains présidents de club. Écoutez. Bonsoir Pascal, bonsoir Challenge. Je ne peux pas être sur le plateau ce soir parce que mon week-end était compliqué, assez lourd avec l'organisation des championnats contre la montre. Et nous avons pas mal de réunions qui sont prévues ce soir et dans la semaine. Bon, concernant le dossier que tu m'as évoqué, il s'avère que le coureur en question, M. Jiménez, par rapport à sa situation, le club de l'USL nous a fait une demande le 8 février concernant M. Jiménez pour obtenir une licence au sein de l'équipe de l'USL. Donc, j'ai étudié le dossier. C'est vrai que le coureur a une double nationalité. Là, c'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que le coureur a déjà une licence
délivré par sa fédération espagnole au titre du club Berife CC, que l'USL nous a présenté au mois de février. Et réglementairement, quand vous avez déjà une licence dans une fédération, là où vous habitez, donc Espagne, donc vous ne pouvez pas avoir une deuxième licence. Donc, et toutes ces démarches ont été faites via WhatsApp, entre autres, par le biais des concernés. Et récemment, ma fédération reçoit un courrier, quelques éléments, où on voit une licence marquée l'USL datée du 2 janvier 2023. Je rappelle que pour obtenir une attestation d'appartenance, c'est possible, parce que le courrier est espagnol, mais vous devez porter les couleurs du club toute l'année. Il s'avère que M. Jiménez a déjà couru le Tour de Saint-Domingue avec Inteja. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que le coureur a déjà une licence au sein d'un club en début d'année. Et là, ils ont fait, je ne sais pas comment ils ont fait en sorte pour que le 2 janvier 2023, il soit à l'USL, alors qu'en février, j'ai une licence marquée Berife, un club espagnol. Donc, ces éléments-là, la fédération ne l'avait pas, donc j'ai fait parvenir à la fédération. Et bien sûr, l'UCI aussi m'a dit qu'il ne faut pas délivrer une deuxième licence pour le coureur, il a déjà une licence. Et j'ai informé au club aussi en question au regard des éléments que je leur ai déjà dit, qu'ils ne peuvent pas recruter de toutes les façons aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas à jour à notre niveau. Et voilà, je suis très remonté par rapport à ces pratiques. Comme je dis, je gère un comité, j'essaie de faciliter, au regard des éléments que je leur ai déjà dit, qu'ils ne peuvent pas recruter de toutes les façons aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas à jour à notre niveau. Et voilà, je suis très remonté par rapport à ces pratiques. Comme je dis, je gère un comité, j'essaie de faciliter. Je ne suis pas là pour empêcher quiconque de courir, mais il y a des clubs aujourd'hui qui ont peut-être des ambitions, mais qui n'ont pas... Enfin, qui ne sont pas à jour non plus à d'autres niveaux. Et ça me désole parce qu'on a des salariés au comité. Et comment voulez-vous recruter des coureurs alors que vous n'êtes pas à jour? Ça veut dire que vous avez les moyens. Donc, j'ai adressé pas mal de courriers à certains clubs qui ne sont pas à jour. À compter de la semaine prochaine, ils ne pourront pas participer aux courses à venir parce que ce n'est pas possible que vous devez le comité et que de l'autre côté, vous faites venir des coureurs avec une pression qui me fait pas broncher plus que ça, parce que comme je dis, je ne suis pas là pour empêcher quiconque de courir, je suis là pour l'équité, je suis là pour que les choses se passent bien, parce que le jour où il y a un accident, je ne vais pas être responsable. Donc j'ai informé le club en question que si le coureur veut être en 2024 au sein de leur structure, il ne faut pas qu'il prenne de licence dans un club autre que l'USL pour 2024. Donc, mais dans le cas contraire, ce ne sera pas possible cette année. Donc c'est clair, c'est une question de double licence. Et voilà, c'est un règlement qui existe depuis plusieurs années. Les fédérations, les licences sont délivrées par les fédérations. Donc si vous êtes italien, c'est la fédération italienne qui vous délivre une licence. Si vous êtes espagnol, c'est la fédération espagnole. Si vous êtes français, c'est la fédération française. Et on vous donne la licence au sein de n'importe quel club. Hein. Donc l'an dernier, Balta avec un coureur espagnol. Le coureur a pris sa licence directement en Espagne au sein de VO2C. Il n'y avait pas de club espagnol. Et puis on lui a fait une appartenance au sein du club de France. Et il n'y avait pas de problème. Mais là, le coureur est déjà engagé dans un club pour 2023. On ne peut pas lui délivrer une deuxième licence. Donc c'est terminé. Et puis voilà. Donc là, j'étais très, très cool. Je ne vais pas changer. Mais maintenant, je vais appliquer certains règlements aussi à la lettre. Parce que, comme je dis, je suis bénévole. Je n'aime pas qu'on me fatigue non plus. Et voilà. Donc j'ai profité aussi pour appeler à tous ceux qui doivent le comité aussi de faire diligence. Parce qu'on sera obligé d'employer les moyens aussi pour récupérer les dus des coureurs. Donc voilà. Je pense que quand on n'a pas les moyens, on vit modestement. On reste gentil. Et puis voilà.
Bonne soirée. Voilà, donc c'est des propos qu'on a recueillis, en tout cas cet après-midi, quand on a su bien évidemment qu'Emmanuel Fernandez allait venir sur le plateau. On a retenu pas mal de petites choses, de belles claques aussi pour les présidents de clubs, en tout cas les clubs qui doivent des sous. Vous n'allez donc plus participer aux prochaines compétitions. Ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est le président du comité régional de cyclisme. Et pour revenir à notre petite affaire Emmanuel Fernandez, vous qui défendez, on l'a dit, les intérêts de Diego Milan, vous l'avez bien dit tout à l'heure, double nationalité, donc il ne voit pas d'inconvénients non plus, on l'a entendu avec le président Frédéric Théobald, mais sauf qu'on ne peut pas avoir de licence. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, puisqu'apparemment Diego Milan aurait participé au Tour de Saint-Domingue? Alors, il a été prêté à l'équipe de Saint-Domingue. Il a eu l'autorisation de la fédération espagnole de courir à Saint-Domingue. C'est faisable? Mais bien sûr que c'est faisable. C'est réglementaire. Donc il a été prêté à un club, c'est ça? À son club Intera. Qui est depuis... il a plus de licence à Intera, Diego, depuis, en tant que coureur, 2020. Alors, donc, pour celles et ceux qui nous regardent, donc, c'est possible sans licence. Donc, c'est pas une licence. Il a une licence en Espagne. Donc, il a été prêté par la fédération. Il a une licence en Espagne. Il a bien une licence. Hein. Donc, il a été prêté par la fédération espagnole. Il a sollicité de pouvoir courir. Avec la même licence espagnole. Exactement. Il a eu l'autorisation de la fédération espagnole de courir sous les couleurs d'Intera. Tout le monde confond. Intera n'est plus une équipe continentale. Ouais, ça, ouais. Depuis plus de 3 ans. Il ne faut pas faire d'amalgame. Mais bon, ça ne change pas non plus. Il faut avoir quand même la licence. Oui, il a une licence. Monsieur Théobald vous a dit qu'il a une licence dans un club en Espagne. On lui a demandé de démissionner du club pour que sa licence soit marquée Uni Sport Lamantinois. Ce qu'il a fait et qui maintenant se retrouve coincé jusqu'à la fin 2023. Parce qu'on ne peut changer de club que d'une fois. Donc en clair, il n'a qu'une seule licence. Il a une seule licence. On a même demandé, M. Théobald a demandé à la fédération dominicaine une attestation comme quoi M. Diego Milan n'a pas de licence à Saint-Domingue. Ce que M. Jorge Blas, qui est président de la Copaci, vice-président ou il est président de la Copaci. Le patron de l'équipe Intera, qui est maintenant une équipe de Saint-Domingue, qui n'est plus continentale, qui n'est plus enregistrée en équipe continentale, et lui, secrétaire de la Copaci. Mais le différend entre Diego et le président existe depuis 2021. Par rapport à la non-participation de l'équipe Intera pour le Tour 2022. Mais son club a participé, sauf que son père est décédé cette même année. Voilà. En 2021, en septembre, M. Théobald, le président, me contacte via WhatsApp en me demandant si dans les 30 jours, Intera peut avoir une équipe pour le Tour. Parce qu'ils ont une équipe qui s'est désistée. Sachant que Intera, depuis 2015, a participé toutes les années au Tour de la Guadeloupe avec des victoires, des places de 2, des victoires d'étape, et dans tous les classements. Ils ont toujours animé. Monsieur Théobald donc, me demande, sachant que c'est toujours moi qui ai contact avec Diego, est-ce que c'est possible d'avoir une équipe de 6 coureurs? Vaccinés, bien sûr, puisqu'on était post-Covid. L'équipe a été montée en 30 jours. 6 coureurs, tous vaccinés. Voire 3 vaccins. Diego a demandé, si je viens, est-ce que je suis certain de venir en 2022? Sur le WhatsApp, il est marqué clair et net, oui, il faut que tu envoies ta demande pour 2022. Ce qui a été fait par Intera, j'ai le document là, adressé au président, à M. Fritz Samut, le DTN, le 14 septembre 2021. Et c'est avec stupéfaction
qu'en mai 2022, quand on annonce les équipes, le directeur de Intera et Diego se rendent compte que l'équipe a été mise de côté. Donc, Emmanuel, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas un problème de réglementation, c'est un problème tout à fait personnel. C'est personnel. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous nous dites que Diego Milan n'a qu'une licence, donc rien ne l'empêche aujourd'hui d'évoluer dans une... la licence est là. Dans un club français. Voilà. On lui a demandé de démissionner de son club et qu'il soit noté. On a suivi la réglementation. Alors qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au comité? Monsieur Frédéric Théobald vous a dit qu'il y a un courrier qui a été adressé, oui, à Monsieur Pitivi, le responsable de la réglementation avec tous ces documents. La FFC, oui. Le document, je peux vous le lire, il ne dure pas 20 pages. Hein. À l'attention du service réglementation, le 30 mars, monsieur ou madame, je représente les intérêts de monsieur Diego Milan Jiménez, ayant la double nationalité espagnole et dominicaine et titulaire d'une licence de la Fédération royale espagnole de cyclisme. Celui-ci a signé dans un club français étant affilié au comité cycliste de Guadeloupe et conformément à l'article 11030 section 4 coureurs étrangers du règlement fédéral, a produit tous les documents officiels dûment mentionnés. Sa licence espagnole avec le nom de son club et son adresse de résidence en Espagne, ainsi que son assurance, couverture en cas d'accident, responsabilité civile. Le certificat médical qui lui a permis d'obtenir cette licence. La convention signée entre lui et l'Uni Sport Lamantinois. Les différentes autorisations nominatives de sa fédération nationale de participer à des courses en Guadeloupe. La copie de son passeport espagnol et avec étonnement que je le viens d'apprendre que le président Frédéric Théobald refuse de lui délivrer l'attestation d'appartenance ainsi que le numéro de licence informatique et le paiement de la licence correspondant à sa catégorie FFC. Et cela en donnant des arguments complètement hors de sa compétence, comme soi-disant perte de nationalité espagnole en étant également dominicain, et qu'il doit avoir un contrat de travail et un visa. Il lui a même demandé une attestation comme quoi il n'a pas de licence à la FEDOCI, Fédération dominicaine de cyclisme, sachant que 2 licences dans 2 pays différents est interdit. C'est la réglementation UCI que lui-même a dit. Et je finis ma lettre. Je vous demande par la présente de bien vouloir intervenir afin que les droits de ce coureur de la communauté européenne soient respectés. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes sentiments respectueux. Donc ça a été envoyé au responsable de la réglementation FFC ainsi qu'à l'UCI. Oui, mais Frédéric Théobald, lui, quand on l'écoute, il dit qu'il applique le règlement à la lettre. C'est ce qu'il dit. Vous, quelle va être votre démarche? Moi, ma démarche, si la Guadeloupe ne veut pas de Diego Milan, Diego va se plier. Il ne cherche pas à faire des histoires. Il a toutes ses autorisations, il a tous ses documents dûment remplis. Je pense que l'UCI et la FFC vont tirer la sonnette d'alarme. Alors, est-ce que, Emmanuel, vous pensez que, encore une fois, puisqu'on a eu tellement d'épisodes aussi judiciaires, est-ce que vous pensez qu'on se dirige sur cette voie? Moi, je n'irai pas devant les tribunaux. On m'a dit d'aller aux tribunaux administratifs. Je ne vois pas Diego. Vous savez, Diego, ici, il veut apporter sa pierre à l'édifice. Diego, depuis, est comme monsieur agent. Il est agent pour la plus grande agence de cyclisme qui est AJ All Sport. Qui a comme coureur quand même Grimaille, Bignan, qui a Pogacar. Diego, lui, s'occupe de la partie sud-américaine, vénézuélien, équatorien, costaricain, et les îles de la Caraïbe. Il a Abner Gonzalez, que vous avez eu ici autour de la Guadeloupe, en 2019, qui est à la Movistar depuis 3 ans. Vous avez Caden Hopkins, qui était là pendant le Tour 2021, qui est un coureur des îles de la Barbade, et qui est actuellement chez Vendée U. Depuis cette année, il a signé dans l'équipe de mon ami Hervé Arcade.
Justement, il a gagné une nationale ce week-end. Et il a Orluis Solar, un Vénézuélien, qui est à la Cararual. Alors, Emmanuel, vous êtes dans vos doigts. C'est exactement ce que... Moi, vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Vous avez entendu le président, il mélange les clubs qui lui doivent de l'argent et la réglementation pour une licence. On ne mélange pas, comme on dit en créole, concombre des abricots. Restez avec nous, Emmanuel Fernandez, puisque vous savez que nous sommes un lundi soir sur la Terre. Donc, nous aurons en deuxième partie ce côté décalé pour nous permettre un petit peu de voir et d'entendre aussi autre chose. Ce côté avec le côté décalé. Vous connaissez? C'est quoi? C'est des citations. Alors, dans un instant, merci à Jordan, puisque c'est depuis ce matin que Jordan est avec nous et qui réalise aussi cette émission avec nous. Alors, si vous le permettez, on va faire juste une petite bande réclame. Après, on revient sur le plateau parce qu'on rappelle qu'il y a quand même, je fais attention pour ne pas écorcher M. Johan, rendant à Johan ce qui appartient à Brûleur. Faisons très attention à ce que nous disons, même si ce fait tard dans cette nuit. Et aussi M. Fermelli. Et M. Jean-Claude Fermelli. À tout de suite. Au retour pour terminer et clôturer avec cette page, Emmanuel Fernandez va rester avec nous jusqu'à 22h. On va terminer avec cette page vélo, juste pour vous dire que Flaubert Pénard, on le connaît, 80 vainqueurs du Tour cycliste de la Guadeloupe, eh bien son petit-fils, son fils, tout simplement Alejandro Pénard Rodriguez, qui est venu il n'y a pas longtemps pour le Tour cadet en 2022, et d'ailleurs qu'ils ont remporté brillamment, eh bien il suit un petit peu les traces de son père, sauf qu'il y a le côté professionnalisme aussi qui guette Alejandro. Il a encore gagné une belle compétition. Flaubert Pénard a participé avec son fils. Lui, il a abandonné. Sauf qu'Alejandro, lui, a terminé la course et a gagné tout le monde au sprint. Son père a abandonné au 112e kilomètre à peu près. Regardez ce podium très rapidement. Et puis on revient ici. Segundo puesto, Julián Leonardo Manrique de Busbanza, Boyacá, representando a Calzado Gossi y el Club La Branza del Sol. Segundo puesto en la categoría, recibe el trofeo, la medalla que lo acreditan como el segundo en esta categoría prejuvenil. El aplauso para ellos. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al gran campeón de Paipa en el departamento de Boyacá, Alejandro Peña, del Team Guerreros Paipa. Va a recibir también la medalla, el trofeo y la camiseta que lo acredita como campeón de la categoría. Voilà, Flaubert Pénard, un petit mot? Oui, bien, concernant Flaubert Pénard, c'est quand même, il a plus de 50 ans, hein, et qui court toujours, c'est extraordinaire, Pascal. Ouais. Le sport, c'est la santé. Bah oui. À partir du moment qu'on a cette chance, on dit merci à celui qu'on ne voit pas. Auto puissant. Nous reviendrons après pour les différents résultats parce qu'il y a eu des maillots à distribuer. Mais bon, ce n'était pas le but simplement de distribuer, il fallait être le meilleur. C'est le championnat donc, du contre-la-montre individuel. Ce sera un tout petit peu plus tard. On enchaîne. Oui, il n'y a qu'un pas. Alors, Jean-Claude Fermelli, ravi que tu sois en plateau avec nous. Je te suis toi parce qu'on se connaît depuis des lustres, Jean-Claude. Et puis, tu es revenu, c'est le cas de le dire, avec la Jeunesse Évolution, et cela depuis décembre 2022. Peut-on savoir pourquoi? Disons que la Jeunesse, c'est un club particulier. On voit que depuis une dizaine d'années, un certain nombre d'entraîneurs passent. C'est vrai que dès le départ, donc on était en 2003, il y a déjà eu un projet. Avec le président, on avait vu vous faire un projet pour pouvoir faire en sorte que la Jeunesse Évolution devienne le grand club des abîmes et commence à glaner des titres. Donc les choses se sont faites naturellement. La jeunesse était en PHR. Donc il y a eu les 3 années où la jeunesse n'a pas pu monter, même avec les problèmes administratifs. Durant ces années, on avait déjà fait une première finale de Coupe de France contre le CSM, perdue. C'est vrai que 10 ans après, on en a fait une autre gagnée, ensuite perdue contre Belfort. Mais c'est vrai que sur les 10 ans passés à la jeunesse, on voit qu'il y a déjà eu 2 fois des deuxièmes places au championnat de DH. Oui. Et que là, les choses recommençaient à se dégrader petit à petit. Donc le président a fait appel à moi. Avec la connaissance que j'ai des joueurs, donc à partir de là, on a essayé de faire en sorte que l'équipe puisse se qualifier pour les playoffs, ce qui a été fait. Mais c'est vrai qu'en partant avec 10 ou 11 points de retard sur le premier,
ce sera difficile en 8 matchs de pouvoir les rattraper. Alors, Jean-Claude, franchement, quand on prend une équipe comme ça en cours de saison, quels sont les éléments clés qu'il faut vraiment avoir pour permettre à cette équipe de rester justement dans cette division suprême? Disons que sur cette année, on a eu un certain nombre de problèmes. Donc, quand Bizassan est parti, on a eu le départ de Biral, le départ de Six Pasteur, le départ de Bakoul. Donc, ce sont des joueurs qui étaient des joueurs phares de cette équipe. À partir de là, il a fallu faire avec ce qu'on avait au niveau de Boivin. Et petit à petit, les choses, le tout, c'est de coordonner les choses. Les choses sont coordonnées, les joueurs commencent à jouer en équipe. Un qui respecte l'autre, c'est beaucoup plus facile que ce qui se passe aujourd'hui dans notre foot où un certain nombre de stars pensent qu'ils vont faire une différence individuelle. Donc, à partir de là, les équipes qui font des différences individuelles ne gagnent pas grand-chose. Donc, alors, la première chose que j'imagine que tu as faite, c'est de regarder ce que tu avais comme élément. Et tu n'as pas eu de joueurs supplémentaires, de joueurs en cours de saison? Non, il n'y a pas eu appel à des joueurs. Donc, on a eu Zénon qui est arrivé avec nous, mais qui n'a pas encore joué. Donc, comme il y a une équipe de R1 et une équipe de R3, ça veut dire qu'il y a une trentaine de gamins qui sont concernés par la jeunesse évolution. Donc, avec 30 gamins déjà qui ont un niveau, qui sont seniors, c'est vrai que ce n'est pas toujours nécessaire de faire du recrutement, surtout au niveau local, au niveau où on joue. C'est vrai que de coordonner les déplacements et de faire en sorte qu'ils fassent un petit peu plus d'efforts, c'est ça le plan de développement. Acheter des joueurs, les clubs, ce sont des associations de loi 1901. C'est vrai qu'on a entendu le problème sur le cyclisme tout à l'heure. Donc c'est vrai que si on va systématiquement chercher des joueurs à l'extérieur, ça pose un problème. On a vu au départ, quand j'étais à l'Evolucas, on a vu que les joueurs, ils arrivent, ils prennent ce qu'il y a à prendre, mais le club, il disparaît à la suite. On a vu ça sur les Saintes, on a vu ça sur la JSVH qui est en train de se reconstruire. Donc des clubs qui ont mis énormément de moyens, 2 ou 3 ans après, ont disparu. On n'est pas structuré pour avoir un championnat professionnel. Donc à partir de là. Où prendre les fonds? Si les entrées au match, donc le CSM ramène des gens au match, c'est déjà bien, mais les autres clubs en Guadeloupe ne le font pas. Si tu as 50 personnes en tribune et que tu as 8 joueurs à payer, c'est vrai que forcément tu vas couler à un moment. Jean-Claude, alors là tu nous réponds. Aux abîmes, tu as le surnom de sorcier. Sorcier dans le football. Pourquoi? Parce que dans tous les clubs où tu passes, il y a de la réussite. Ça me fait penser un peu à Camille Choquet, justement, lorsqu'il est arrivé avec l'USR. Ce qualificatif, est-ce que tu le ressens comme cela se doit ou pas? On dira plutôt la connaissance. Ensuite, partir du fait que le foot, c'est un sport collectif. Donc c'est vrai qu'on a un gros problème. Donc on a un gros problème parce qu'on subit la France au niveau sportif et on subit des équipes qui pensent qu'avec des individus, ils vont faire une différence. On voit aujourd'hui que, tout ce que l'équipe a dit pendant 10 ans, les favoris de la Ligue des Champions, on les connaît déjà. Au départ, à la fin, ils ne sont jamais à l'arrivée. Mais au départ, on a pensé pendant 20 ans que c'était un problème de budget en France. On regarde les équipes portugaises avec 25 000 € de salaire par joueur, on regarde ce qu'ils peuvent donner. Et on regarde l'étendue des dégâts en France. Mais ensuite, quand on arrive à ce niveau-là, les entraîneurs, ils sont bac+5. Alors quand on regarde un petit peu ton parcours, Jean-Claude... En France, ils sont anciens footballeurs professionnels. Donc c'est vrai que sortir de l'école en 3e et se retrouver à 35 ans avec un bac+5, c'est vrai qu'il manquera toujours des joueurs, il manquera toujours de l'argent. Mais c'est vrai que si l'exemple est suivi, parce que nous, en Guadeloupe, nos entraîneurs sont quand même des professeurs de PS, donc ce sont des garçons qui ont quand même quelque chose et qui, on va dire, qui vont subir ou qui vont vénérer des entraîneurs qui, en Allemagne ou en Angleterre, les entraîneurs, ils sont bac+5. Donc, coordonner les déplacements, c'est leur travail. La star, tu touches plus, tu cours plus. Ici, on est en train de... Tu touches plus, tu cours moins. Tu as ton brevet d'État premier degré. Premier degré, donc là, comme ils ont transformé les choses en BEF aujourd'hui, c'est le brevet d'entraîneur de football. Donc aujourd'hui, les DEF, donc les BE2 qui n'avaient pas encore le tronc commun, et les BE1 ont été ramenés au BEF. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'entraîner en DH. Tu as évolué avec ceux qui ne le savent pas ou peut-être qui oublient. Tu as évolué avec notamment le club franciscain, on sait. Tu as évolué aussi à La Réunion. Mais auparavant, c'était le Sirocco et voire même aussi la Ressart. Cette expérience t'a certainement
permis de pouvoir t'insérer vraiment dans le football, puisque tu as également entraîné les jeunes, les gamins, les filles notamment? Oui, on a découvert un certain nombre de choses en partant à La Réunion. La première des choses, c'est qu'on commence déjà à passer les diplômes. Oui. Donc tu es là pour jouer au foot, tu es payé par le service des sports de la commune et tu commences déjà à préparer tous tes diplômes. Ensuite, c'est vrai que mon père était déjà entraîneur, donc c'était quelque chose de très intéressant pour moi. Donc j'ai commencé en tant qu'entraîneur-joueur, comme il est à côté, comme il le fait actuellement. Et après, avec l'âge, on s'est un petit peu retiré, mais c'est vrai que au départ, c'était par passion. Continuer dans la même voie, comme j'ai toujours fait du foot. Et à partir de là, j'ai eu la chance d'être le conseiller départemental du foot de l'animation avec la Ligue, donc pendant une dizaine d'années. Donc je me suis occupé des sélections de U13 jusqu'à U17, en passant par les séances du pôle. Et ensuite, la sélection féminine, la sélection féminine senior, la sélection U17 de la Guadeloupe, la sélection U13. Et ensuite, les clubs tels que l'Evolucas, tels que la Jeunesse, tels que le Sirogo. Voilà, la toute dernière question, Jean-Claude. Quel regard que tu as, bien sûr, les Guada Boys? Bien sûr, les Guada Boys, c'est le même problème. C'est 90% du foot est fait de passes courtes. On nous explique toute espèce de choses pour nous expliquer que, vaut mieux prendre le ballon et le dégager. Si tu mets deux attaquants et que systématiquement le gardien prend le ballon et le dégage, le projet de jeu est trop léger. Le projet de jeu est trop léger par rapport à ce que peuvent faire des sélections. On va te dire, ouais, mais elles se réunissent pendant 2-3 jours, mais c'est le cas de toutes les sélections dans le monde. Oui. Donc certains ont un projet de jeu. Si l'entraîneur insiste pour que le ballon puisse sortir de derrière, les joueurs feront le ballon sortir de derrière. Avec les qualités, parce qu'on a 16 ou 17 pros qui sont venus. Donc s'ils ne savent pas faire 3 passes sur un terrain synthétique à Cuba, c'est vrai qu'il y a un problème. Oui. Alors, donc là, le regard sur les Guada Boys, on va se dire que, là, on n'est pas encore au niveau de jouer contre Panama ou Costa Rica. On a déjà des problèmes contre Antigua et les moins de 22 ans de Cuba. Donc, est-ce que tu es favorable à ce qu'il y ait une sélection avec uniquement des locaux? C'est pas une question de locaux, c'est le projet de jeu le plus important. Voilà. Ça veut dire que tu prennes des locaux, des professionnels, l'essentiel, c'est de leur dire, il y a des gens qui payent leur billet, on essaye de jouer. C'est pas tout envoyer devant et avec les qualités individuelles des joueurs, parce que tu fais la même chose avec des locaux, tu seras encore plus loin. Ça veut dire que les attaquants que tu as pris, venant du Trek ou même d'Israël, ils doivent être meilleurs que les attaquants qui jouent aujourd'hui ici. Donc si le projet c'est de balancer le ballon devant, vaut mieux encore prendre les pros. Ils vont faire une différence plus facilement que les... Jean-Claude, alors juste pour terminer, alors on est bien d'accord, tu as un objectif qui est bien précis, c'est de permettre à cette équipe de terminer parmi les 4 premiers. On est d'accord? Il faut, parce que là, c'est vrai que 60 000 habitants, Zabim, c'est vrai que c'est comme pour la France. Une Ligue des champions, en 50 ans d'existence, c'est la même chose. Un championnat en 83, alors qu'on a le plus grand nombre d'habitants, donc le plus grand nombre de sportifs. Donc le plan de développement, il n'est pas bon. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de reconstruire cette équipe pour qu'à partir de l'année prochaine, elle soit compétitive pour le championnat. Là, c'est un petit peu loin. On va essayer quand même d'attraper la 4e place. On est juste 5e. Donc, ouais. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude d'avoir été justement dans cette émission. Alors, Johan Briller, vous êtes le chargé de développement auprès de la Ligue de volleyball. Votre mission consiste à faire quoi? Alors oui, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à cette émission. Alors ma mission principale en fait c'est de pouvoir promouvoir et redonner un peu le blason et le développement du volley en Guadeloupe. Ça c'est ma première mission. Et principalement travailler avec les différents clubs afin de pouvoir donner une meilleure organisation et un suivi, surtout par rapport au développement au niveau des jeunes. C'est principalement les missions qui m'ont été attribuées depuis la signature de mon contrat au mois de septembre dernier. Vous avez beaucoup de casquettes au niveau de la Ligue. Vous êtes joueur, vous êtes entraîneur, et puis vous êtes responsable en tout cas de ce projet, en tout cas le chargé de développement auprès de la Ligue. Ça vous fait beaucoup de casquettes? Ouais, c'est ça. Alors, je suis entraîneur-joueur au club de Racing Beach de Sainte-Anne depuis 2017. 2018, pardon. 2018, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Maintenant, comme l'a dit mon collaborateur là sur ma droite, on reste des passionnés. À partir du moment où on est passionné, on n'a pas forcément
on ne prend pas la mesure du temps que l'on consacre par rapport à ce que l'on fait. Mon père aussi a été ancien joueur aussi, donc forcément ça aide, il était président de club. Lorsque tu baignes dedans depuis des années, naturellement tu suis le chemin en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de changements. En plus, toute ma famille a joué pour la sélection de la Martinique et moi aussi, donc c'est clair que oui, ça reste un cadre familial qui est assez important et ça me fait plaisir aussi de pouvoir le maintenir encore aujourd'hui. Bon, même si je suis pas vieux non plus, mais bon, j'ai passé la trentaine déjà. L'éveil de Trois-Îlets de 2014 à 2017, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, en Martinique, ouais, j'ai passé 3 ans dans ce magnifique club qui malheureusement n'existe plus parce qu'on a tout misé sur la partie extérieure, avec des joueurs venant du Cameroun, des joueurs européens. C'est vrai que ça a été un club qui a vécu 6 ans. Moi, j'ai fait partie de l'aventure où on a gagné notre premier titre en 2016 et on a réussi à faire le doublé là, cette même année, et l'année où je pars, on gagne le titre, donc on fait 2 fois le titre et 1 fois la coupe. Donc franchement, j'étais extrêmement content, surtout que c'était la première fois que je revenais aux Antilles parce que je suis né en métropole, mes parents sont martiniquais, donc j'ai toujours joué en France. J'ai été stagiaire pro dans le club d'Asnières-sur-Seine en Île-de-France, et c'est vrai que avoir eu cette opportunité de jouer en Martinique, pour moi, c'était un rêve de gosse, en fait, parce que mon père et mon grand-père, ils m'en parlaient énormément de ce championnat, mais j'avais eu jamais l'occasion d'y jouer. Donc, on m'a proposé l'opportunité, je l'ai saisie et je suis très content d'avoir vécu ça, et ça m'a aussi ouvert les portes de la sélection et de faire aussi partie de ce cadre familial et de représenter aussi la Martinique. Dans votre mission, est-ce que vous êtes habilité à aider ou accompagner les clubs? Si c'est le cas, comment ça doit se passer normalement pour vous? Oui, alors je suis habilité à accompagner les clubs. Comme je l'ai dit, cette année, avec la Ligue, on a eu un rebond en termes de licenciés. Ah oui. Ouais, on est passé à 1007 licenciés. Ça, c'est l'effet justement des jeux, des JO, je crois. Ouais, exactement, avec la victoire. Voilà. Et puis, c'est vrai que nous, par rapport à l'après-Covid, on a eu cet avantage de pouvoir jouer en extérieur, parce que c'est vrai qu'on avait moins ces contraintes-là. Et donc, on a fait beaucoup de beach, beaucoup de green volley, en organisant surtout énormément de tournois là par rapport à ça. Et ça a redonné un nouvel élan au niveau des clubs. Et c'est vrai que une des missions, c'est d'accompagner les clubs justement pour pouvoir essayer de se structurer et d'apporter une pierre à l'édifice, que ce soit par rapport à l'encadrement, au niveau des jeunes, que ce soit par rapport aux entraîneurs aussi, donner un coup de main aux entraîneurs, parce que je sais que être entraîneur bénévole, c'est pas facile, parce qu'on en manque énormément, surtout maintenant, parce que malheureusement, on reste dans un principe où tout est payant maintenant. Il faut absolument avoir un entraîneur, et pour pouvoir le garder, il faut le payer. Et tout le monde n'a pas forcément la facilité d'avoir des bénévoles au sein d'un club. Donc c'est pour ça que mon rôle qui m'a été attribué, c'est ça. C'est de vraiment aider les clubs à pouvoir se développer et apporter un soutien sur l'entraînement et sur l'encadrement. Ouais. Et ça commence à porter ses fruits? Oui, ça commence. Après, c'est vrai que dans toute ligue, il faut avoir du changement. Et c'est vrai que le fait que j'ai signé mon contrat en septembre, déjà, ça donne un certain encadrement, et surtout, ça permet d'avoir une personne sur le terrain qui aime ce qu'il fait. Et je pense que lorsqu'on aime ce qu'on fait, on a vraiment envie de pouvoir aider les autres. Et moi, je fais partie de ces personnes où j'ai aucun problème avec aucun club. Moi, l'objectif, c'est que mon club, il avance autant que les autres. Donc s'il faudra aider au maximum, je ferai tout ce qu'il faut pour. Et vous œuvrez dans les deux, c'est-à-dire le beach traditionnel, le volley traditionnel et le beach aussi? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je suis joueur en beach volley aussi. Avec mon partenaire depuis que je suis rentré en Martinique. Tu veux dire vos actions Oui, aussi, oui, bien sûr, oui, je suis... je travaille en collaboration avec le président de la commission beach, et on a créé un championnat de beach cette année qui fonctionne super bien, où on intègre à la fois et les seniors et les jeunes, et c'est vrai que ça nous a permis aussi d'augmenter notre nombre de licenciés, parce qu'on sait très bien que si on organise un championnat, il faut que ce soit une réglementaire, et les licenciés sont faits pour ça. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a que des retours positifs, donc ça fait plaisir à voir. Ouais. Mais en tout cas, Pascal, c'est vrai que le beach volley et le beach et le volley tout court
eh bien, a tendance à se développer dans le département. Oui, on le souhaite aussi, mais c'est vrai que vous rencontrez pas mal de difficultés, notamment en termes médiatiques aussi. Vous avez beaucoup écouté et entendu aussi Emmanuel Fernandez, vous qui êtes agent de développement. Selon vous, est-ce que nous avons ce mal, même en Guadeloupe, de personnes, de réglementation, vous qui avez côtoyer le haut niveau. Est-ce que vous rencontrez ça aussi dans votre domaine? Oui, ça arrive. Après, en plus, moi, j'ai eu l'opportunité d'être aussi agent de développement en Martinique, donc je suis très bien placé pour avoir travaillé sur les 2 îles. Oui, c'est clair que, en fait, à partir du moment où on apporte une innovation différente ou des nouvelles idées, ça dérange. Parce que justement, on est dans l'optique où on souhaite que notre sport évolue, on souhaite à ce que toutes les difficultés puissent à la fois être résolu et apporter des solutions. Maintenant, moi, je pense très honnêtement qu'il faut passer au-delà de ça et être un peu plus ouvert d'esprit parce que ça reste un sport amateur. On reste dans l'optique où on n'est pas payé là pour faire ce que l'on fait. Et moi, j'estime que apporter de nouvelles idées et proposer de nouvelles choses, comme cette saison, c'est ce qu'on a fait avec ces playoffs, par l'intermédiaire d'un président de club qui a suggéré à ce que l'on fasse des quarts de finale, histoire de changer un peu, histoire de relancer plus d'équipes, pour qu'on ne se limite pas uniquement au championnat régulier, ça a été une excellente chose. Et la preuve, ça a fonctionné. Après, oui, il y aura toujours des couacs, mais qui ne tente à rien. Voilà, Jean-Claude Fermé, vous aussi, ça fait très longtemps que vous êtes dans le giron footballistique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Puisque vous avez parlé aussi de projet de jeu. Je sais que vous êtes toujours battu aussi par rapport à ça. Des coureurs, des athlètes qui viennent renforcer. On l'a vu dans le football. Il y a eu du côté de l'USR des Argentins, c'est ça? Des Brésiliens, des Argentins un peu partout. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est le mix des deux. Mais il faut déjà que le plan de développement... quand on regarde ce qui se passe au handball aujourd'hui, on va dire que le handball, il fait des garçons et des filles sortir de la Guadeloupe et arriver au plus haut niveau mondial. Donc ensuite, il y a d'autres sports qui existent depuis plus longtemps. On a 2 sports populaires, c'est le cyclisme et le football. Populaire, mais en même temps qui ne sort pas beaucoup de... Voilà. On le voit dans les sports individuels avec le judo où on sort beaucoup. Quand tout le monde connaît, donc les innovations vont arriver avec beaucoup de retard. Donc le fait que les innovations arrivent avec beaucoup de retard, ça retarde la formation des jeunes. Et c'est vrai que ce sont des sports particuliers. Le football aujourd'hui, il y a plus de parents qui rêvent que d'enfants qui rêvent. C'est ça. Donc à partir de là, est-ce que l'enfant est fait pour le sport? Je ne sais pas. Alors vous étiez au match JFC USBM, vous étiez au match? Oui, j'étais au match. Mais on peut vous permettre de regarder, c'était très beau apparemment 0-0. C'était ça? Il n'y a pas eu beaucoup de rythme dans le match. Allez, on regarde très rapidement. C'est signé Franck César avant de terminer. Face à une très bonne équipe de la jeunesse qui est plus expérimentée que nous par rapport à aujourd'hui, on a pu faire le travail qu'il fallait faire par rapport au respect des consignes. Ça n'a pas trop fonctionné en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps était meilleure. Donc c'est de l'espoir pour les joueurs. Le championnat, c'est parce que ce qu'on a fait. Donc on rate énormément de buts. Donc c'est pour cela que nous sommes à cette passe-là aujourd'hui. On va dire que c'est 2 points de perdu. On a fait quand même le monopole en première mi-temps pour mettre les occasions et finir. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé. Après, l'équipe a repris confiance. Et en deuxième mi-temps, on a poussé, mais on n'a pas trouvé les occasions pour tuer le match. Il y avait des occasions, hein? Oui, il y avait de la place. Notamment la transversale. Effectivement, la transversale. Mais on va dire qu'il manque un peu d'application et ça viendra. Le championnat n'est pas fini. On va dire que c'est 2 points perdus, mais quand même l'USBM était derrière nous. On a fait match nul, il reste derrière nous. Donc... Voilà, 0-0. C'est vrai que le temps nous est imparti très rapidement. Il y avait du karaté du côté de la Martinique avec Walter Riga. Je vous propose de regarder très rapidement. Et c'est vrai que la Guadeloupe a fait belle prestation. Pas seulement ça, mais retourné avec pas mal de médailles. Regardez. On n'a pas fait le déplacement pour rien. Exactement. Bonjour, amis auditeurs. On n'a pas fait le déplacement pour rien. On était parti pour rafler tout ce qui pouvait être raflé. Donc c'est sans prétention aucune, parce que nos jeunes étaient préparés, aussi bien en kata qu'en combat, et motivés. Donc on avait vraiment envie de gagner et c'est chose faite.
Alors Thierry, on a pu constater qu'il y avait l'engouement, il y avait l'abnégation, la détermination du côté de vos athlètes. 2 mots. Effectivement, on a travaillé dans ce sens et mission accomplie, on s'est lâché sur le tapis par rapport au travail qu'on a effectué avec le cœur, on s'est donné et les résultats sont tombés. Et puis on peut dire que la relève de demain est assurée concernant la discipline. Ah oui. Et on avait un beau challenge puisqu'on a gagné l'année dernière, donc on ne pouvait pas revenir sans la victoire. Donc on peut dire que les objectifs ont été aboutis. Tout à fait. Bon, il y a encore quelques réglages à faire, mais dans l'ensemble, c'est de bons résultats. En tous les cas, merci messieurs et bon retour sur la Guadeloupe. C'est nous. Merci Canadien. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors vous êtes la présidente de la Ligue de karaté de Martinique. Alors l'Open Caraïbes, donc 2 mots là-dessus. 9e édition de l'Open de la Caraïbe, première édition à Rivière-Salée. Donc content d'être à Rivière-Salée, content d'être dans le sud et de faire la promotion du karaté dans le sud. Et puis content d'avoir la 9e édition, d'avoir la Guadeloupe, de recevoir la Guadeloupe, la Guyane et Sainte-Lucie pour cette année. Alors on n'a pas vu de délégation venant de l'Hexagone et surtout d'autres délégations de la Caraïbe. Alors oui, on sait pertinemment que c'est pas toujours évident pour les différentes régions. Nous, on a la chance d'avoir une situation politique et sociale plus ou moins stable malgré les grèves, mais c'est pas le cas dans toutes les délégations, dans toutes les îles de la Caraïbe. Et le choix cette année était porté sur la Caraïbe essentiellement, quitte à en avoir un peu moins, puisqu'on savait pertinemment que l'enjeu serait beaucoup plus difficile parce que beaucoup plus onéreux pour les délégations de France. Et puis on a vu une délégation de la Guadeloupe qui a été fidèle à elle-même. Tout à fait. Des combats et des katas très disputés. Tout à l'heure, on va compter les morts, puisqu'il va y avoir le fameux classement de l'Open de la Caraïbe pour classer les différentes délégations. En tout cas, tout le monde mérite le trophée, mais tout le monde ne peut pas être premier. En tous les cas, merci de votre collaboration. Avec plaisir. Voilà, Open K en Martinique. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux, Guadeloupe et Martinique, même si la Guadeloupe a tout emporté. Et bien, on passe aux résultats concernant le week-end, tout ce qui s'est passé, notamment avec le football, les résultats du Pays d'Armes, 22e journée. On va voir tout de suite les résultats. Avec ce match qu'il fallait suivre, Pascal, entre le Stade Lamantinois et le CIRFA. Le CIRFA qui s'est imposé en déplacement sur le score de 2-0. Le Sirocco qui a battu la Restar 2-1, la Juventus et le Sporting ont fait match nul, 1 but partout. Dynamo, écrasante victoire de Dynamo face au CSC 5-0. Et puis la rencontre à Roger-JVA s'est terminée par un score de parité de 2 buts partout. Au classement, le Sporting occupe la première place devant l'AS Dynamo 2e, 3e le Sirocco avec 46 points, 4e le CFA 45. Ferme la marche le club sportif capestirien avec 30 points. Le Sirocco, ou plutôt la Roger, qui occupe la 5e place. Nous sommes bien d'accord. En ce qui concerne la Régionale 2, les résultats, d'abord la poule A, Pascal. Alors, la poule A régionale 2, donc c'est vrai, donc je vais permettre aussi à nos amis téléspectateurs de prendre le temps. Je vous laisse le soin donc d'apprécier, de regarder chez vous. US Cambourfort avec 84 points. Oui, l'AS Monde 2e 74, 3e le Zénith 68. Il faut les laisser lire. Ben oui. Tout en sachant que l'USC... Le silence est d'or. Ah ben oui. L'USB, 30 points. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de tout lire. C'est mieux comme ça, parfois. La poule B avec c'était bien entendu la 22e journée. Le Juvenis, c'est la JSF. Eh bien, la Juvenis s'est imposée 1-0. Le Signe Noir et l'Amical de Marie-Galante 0-0. La S Dragon a battu la C Saint-Aubert 1-0. Le match Arsenal, la frégate a été reportée. Le CAM face au CSB, 2 buts partout. Au classement, l'Amical est en tête avec 73 points. Devant l'AS Dragon 58, 3e le Signe Noir 56, 4e le CAM 50. Ferme la marche l'Intrépide de Sainte-Anne avec 21 points. Régional féminine, 17e journée avec... pour les féminines, s'il n'y a pas que les matchs, effectivement, on voit un très beau score entre l'USBM face à l'AS Moreau, 8 buts à 2. Et puis l'Étoile qui s'est fait battre par le Sporting par le plus petit des scores. Et au classement général, vous avez cette possibilité d'avoir le tableau. Vous voyez, donc vous avez le temps aussi de reconnaître votre club. Et puis la lanterne rouge n'est autre
que la Rogie avec un total de 14 points. Bravo en tout cas pour cette équipe du Sporting qui caracole en tête de ce championnat. Le handball maintenant, 20e journée en ce qui concerne l'excellence féminine, l'équipe qui a battu le Zayan 28-24, 28 pour le CAP face à la CD 28-17. Le Prêt-à-Pied du handball 43-14 face à la ZUP, le Club Sport 21-26 face à la JSA et l'Infini qui a été battu par l'Étoile sur le score de 26-21 au classement l'Étoile en tête avec 50 points devant le Zayen à 46, troisième l'Intrépide de Sainte-Anne 44, ferme la marche le Club Sport 11 points. Excellence masculine, on va voir tout de suite. Alors sur votre droite, ça dépend de votre petite ou grande Lucas, vous avez donc les différents résultats. 22 à 34, 34 pour la JTR face à la Gauloise. Je vous laisse le temps d'écrire, d'apprécier. Et puis au classement, donc on retrouve IHC avec un total de 51 points. Et puis j'aime bien faire le petit coucou aux trois derniers, le Club Sport avec 25 points. Même nombre de points pour l'Infini, 25 points. Et puis Lanterne Rouge, la CB, avec 20 points. Avec 20 points. Et puis peut-être un petit mot concernant justement le volley, puisqu'on a disputé les quarts de finale, ce qui va certainement faire plaisir à Johan. Le CMVGB qui a battu le BUC 3-7-0, ça chez les femmes. Fumol et l'USG, victoire de Fumol 3-7-1. Et puis chez les hommes, le CMVGB a battu l'Étoile sur le score de 3-7-0. Fumol a pris le meilleur aux dépens de l'UFM 3-7-0. Ça se passe très bien en ce qui concerne les playoffs. Ouais, ça se passe bien. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'était une nouvelle idée du président du club de l'UFM, justement, de proposer ces quarts de finale. Donc, il s'est disposé de la manière suivante. Les deux premiers étaient qualifiés en demi-finale directement. Et le troisième affronterait le sixième et le quatrième affrontait le cinquième. Pour l'instant, sur les matchs allés, la logique a été respectée. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver au match retour. Moi, je regarde ça pas de très très loin non plus, parce que j'ai eu la chance avec mon équipe garçon et mon équipe fille d'être qualifié en demi-finale directement. Donc c'est avec plaisir que j'attendrai et mon adversaire en fille et mon adversaire en garçon lors du week-end du 14-15 avril, je crois, si je me trompe pas, pour les matchs retour. C'est parfait. Voilà, les différents aussi porteurs de maillots, donc les maillots distinctifs pour ce championnat du contre-la-montre, très rapidement avec Jordan. J'apprécie beaucoup le travail qu'effectue Jordan, parce que même si on rate quelque chose, il nous le montre en off. Voilà. C'est un pro. Ouais, c'est un pro. Je connais donc la famille Marguerite et bien d'autres aussi qui seront satisfaites, puisque c'est Youi Marguerite, n'est-ce pas, Emmanuel? Champion, oui. Moi j'étais sur contre la montre, parce que je cours aussi, donc j'ai pas suivi. En tout cas, c'est lui le tout nouveau champion, donc dans la catégorie U19, c'est ça, donc avec Yuri. Les catégories ont changé. Ça a changé. Et puis Boris Karen, champion élite contre la montre individuelle en deuxième position. Raphaël Lautonne, et puis le tout nouveau venu qui a pas mal d'accessites actuellement, c'est Benjamin Leni, très très bon dans le VTT. Partir là-bas et revenir ici en Guadeloupe, depuis son arrivée, il ne fait qu'avoir des accès. C'est très bien pour cette troisième place pour Benjamin Leni. Laura Hérin, Laura Hérin qui est donc bien championne aussi pour la formation de l'USL. Et puis on voit sur la deuxième et troisième marche, pardonnez-moi là, j'ai pas la liste sous les yeux, mais c'est deux TMC qui sont à la deuxième et troisième place. Qu'est-ce qui nous manque encore? Sandy Delta, donc c'est elle qui fait la pluie et le beau temps sur cette catégorie. Voilà, donc je pense que c'est terminé, c'est ça Jordan, c'est super. Voilà. Et puis Teddy, c'est Kenny Tezenas pour effectivement les U17. Et puis c'est ce monsieur que nous avons déjà reçu juste à sa droite, c'est monsieur Chaumont Lamotte. C'est lui qui s'occupe en masters, c'est lui qui gère un petit peu tout ce qui est VTT. Et puis c'est Sandy, c'est ça, c'est Sandy qui est juste à côté. Très rapidement, les citations, messieurs, puisque là Jordan nous a fait signe. Citations, on part tout de suite pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ce côté décalé. On va partir avec Jean-Claude Fermelli. Juste lire les citations. Voilà. Il y a beaucoup de façons d'entrer dans la vie des gens, mais il n'y en a qu'une pour y rester, le respect. Yes, et belle. Bravo. Voilà. Tu seras toujours une mauvaise personne quand ton histoire est racontée par celui qui ne t'aime pas. Voilà, très bonne citation.
Moi, j'aime bien. Wow. Et la moto, il me reste plus qu'à trouver le mec. Oui. Je ne te supporte plus, je saute. Puisque tu descends, eh bien, prends les poubelles. Véritable preuve d'amour. Alors, quand tu meurs, les gens pleurent, ils te supplient de revenir. Pourtant, de ton vivant, ils ne montrent même pas qu'ils se soucient de toi. Voilà, on continue. Avec Jean-Claude. J'aimerais pouvoir déposer mon corps à la salle de sport et revenir le chercher quand il sera prêt. C'est déjà qu'il n'aime pas le sport. Bien sûr. Qu'est-ce qui joue à la télé, grand papa? Rien de bon, ça fait 20 minutes qu'il y a un vieux con qui ne dit rien sur toutes les chaînes. C'est pas gentil, parce que quand on est senior, on passe de bons moments quand même. Oui. Même si on fait tout au ralenti, mais on le fait quand même. Manu? Ces poux deviennent de plus en plus difficiles à attraper. On dirait qu'ils sont de plus en plus intelligents. C'est normal, maman. Ils vont à l'école tous les jours. Chaque femme mérite de lire ou d'entendre au moins une fois par jour qu'elle est belle. Alors toutes les femmes qui me lisent, vous êtes magnifiques. Madame, mesdames. C'est terminé. Alors, il y a beaucoup de façons de rentrer dans la vie de quelqu'un, mais il y en a une seule pour y rester, ça reste encore le respect. C'est tout, Jordan? Encore 2 autres. Avec Jean-Claude. Urgent. Comment annuler un SMS déjà envoyé à sa femme? Oui. J'ai écrit bébé hier, tu as été formidable à l'hôtel. Shalom pour Jean-Claude. Ah là, au prix. Ah ouais, là, au prix. J'adore. Johan? Bonjour monsieur, contrôle d'alcoolémie. Bonjour, j'enlève mes lunettes ou non? Pourquoi? Eh bien ça fait deux verres en moins. Sortez du véhicule. Voilà, donc c'est une manière donc, de clôturer ce challenge. On salue encore une nouvelle fois la force qu'a Sanaé, la force aussi pour ses parents, puisque c'est vrai que nous, on a encore ce privilège, cette chance, eh bien, nous avons force à toute la famille. Merci Jean-Claude, merci Johan, merci Emmanuel Fernandez, merci Richard Etienne. On vous retrouve vendredi, c'est ça? Non, vendredi, non. Ah. Parce que vendredi, c'est à boire. C'est à boire. C'est à boire ou c'est à boire? C'est à boire, c'est à boire. Bon, je sais pas. Vendredi, c'est vendredi. Ben oui. Voilà, il faut le dire. Très bien. Bon, c'est pas. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà. Merci en tout cas, Richard Etienne. Merci à vous aussi. J'ai pour habitude de le dire, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport si on a la santé. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Merci à Jordan pour l'ARIA. Bonne soirée à vous et puis peut-être le vendredi, c'est Richard? Ben oui, bien sûr. Ok. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. As you fade away.